Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du Festival Travelling, rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat étroit entre Clair Obscur et l'Institut franco-américain et qui se décline en 3 parties. Une première conférence qui a déjà eu lieu hier sur la Nouvelle-Orléans, la Louisiane française et sur la question New Orleans est-elle une ville créole, posée par Cécile Vidal. La conférence a eu lieu hier, je vous le disais, mais elle est toujours en ligne, bien sûr, sur nos réseaux sociaux et sur le site de Clair Obscur. Second volet de ce partenariat avec l'Institut franco-américain, une exposition virtuelle et aussi une salle d'exposition à parcourir sur nos 2 sites, celui de l'Institut et celui de Clair Obscur, autour d'une sélection de planches de Moonshine, ce comique US consacré à une aventure un peu épique qui se passe entre New York et les bayous, qui mêle bootlegger, Moonshine et mythe du loup-garou en plein vaudou, donc une BD absolument à découvrir, à parcourir en 2 tomes. Et puis, enfin, 3e volet de ce partenariat étroit. Et pour le présenter, je vous présente à mon tour la présidente de l'Institut, Virginia Lubin. Merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et je suis très contente de ce partenariat entre l'Institut franco-américain et le Festival Travelling pour célébrer la Nouvelle-Orléans et le sud de la Louisiane, qui sont des lieux mythiques et qui représentent les liens très étroits entre les États-Unis et la France. Aujourd'hui, la conférence va être présentée par Arnaud Wasmer et on a notre invité qui est Benjamin Guérif, historien, écrivain, traducteur, et depuis 5 ans chez Gallmeister, qui se spécialise dans la littérature américaine. Et la conférence aujourd'hui, ça va se pencher sur la littérature du Deep South des États-Unis. Je remercie Arnaud et Benjamin pour être ici ce soir et je vous souhaite une très bonne conférence. Au revoir. Merci. Bonne conférence. Merci Jacques Froger et Virginia Lubin. Bonjour et bienvenue donc à cette rencontre avec Benjamin Guérif. Si vous êtes avec nous en ce samedi après-midi, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de Travelling et de l'association Clair Obscur qui l'organise pour pouvoir poser à votre tour vos questions à Benjamin Guérif qui va nous emmener dans cette littérature du sud des États-Unis. Vous êtes éditeur en charge de la collection Totem qui est le format de poche des éditions Gallmeister, une maison d'édition qui jusqu'au mois de décembre dernier était exclusivement consacrée à la littérature américaine et qui s'est ouverte cette année à d'autres pays. Avec vous, nous allons nous promener dans la littérature du sud des États-Unis, celle des aînés comme William Faulkner avec Absalom, Tennessee Williams, ou encore Margaret Mitchell, l'auteur de Autant en emporte le vent, dont vous avez proposé à l'automne dernier une nouvelle traduction. On va s'intéresser à eux, mais aussi à certains de leurs successeurs que vous avez édités chez Gallmeister, entre autres Jack Hinkson, avec ce livre Sans lendemain, dans lequel il raconte une femme qui, dans les années 40, se rend dans l'Arkansas pour y vendre des films et qui se trouve confrontée à un pasteur qui ne souhaite pas du tout qu'il y ait de films dans la paroisse qui est la sienne. Et cette femme va entretenir un désir avec l'épouse du pasteur. Ce même Jack Hinkson, on le retrouve dans Au nom du bien, un livre dans lequel on retrouve un autre pasteur de l'Arkansas autour d'une histoire d'argent contre la non-divulgation d'une liaison homosexuelle que lui a entretenue, bien qu'il soit farouchement anti-homosexuel. Un roman qui est très contemporain puisqu'il est situé dans les primaires républicaines de 2016 dans un coin des États-Unis où certains se demandent pour qui ils vont voter entre Trump et Cruz, puisque la possibilité ou l'hypothèse d'un vote pour Hillary Clinton est partagée par très très peu de ces personnages. Je vais présenter comme ça rapidement quelques autres livres pour vous raconter les histoires dans lesquelles nous allons vous emmener avant de passer la parole à Benjamin Guérif. Vous avez également publié un auteur qui s'appelle Peter Faris. Le voici dans Le diable en personne, où ici il raconte une fille de 18 ans qui échappe à une tentative d'assassinat et au trafic de jeunes, voire très
très jeune prostituée, impliquant des personnalités haut placées de la Géorgie et de la capitale de Géorgie. Cette femme va trouver refuge chez un homme qui est complètement à la marge, qui vit avec une poupée, un mannequin qu'il nomme du prénom de son ancienne épouse, et qui va prendre cette jeune femme, cette Maya, sous sa protection contre ceux qui la poursuivent. Ce même Peter Farris, on le retrouve avec Les Mangeurs d'Argile, toujours en Géorgie, avec cette fois-ci un adolescent qui, au début du roman, perd son père à la suite d'une chute dans leur vaste domaine, et qui, dans les bois de ce domaine, va rencontrer un autre homme marginal. Celui-ci est traqué par le FBI en raison d'une action qu'il a commise un peu plus tôt. Et cet homme va lui signifier que son père n'est pas mort d'un accident. Et on va découvrir les intérêts, les stratégies mises en place par de nombreuses personnalités à propos de ce domaine, jusque dans sa famille, avec un oncle qui est aussi prêcheur. Vous voyez qu'on retrouve assez souvent cette figure du prêcheur. Alors ici, je vous en ai en Arkansas, je vous ai emmené en Géorgie, mais la Nouvelle-Orléans, vous allez me dire, elle arrive quand, puisque c'est quand même le pays et la ville qui est au cœur de cette édition de Travelling. Et bien la voici avec une autrice qui s'appelle Hélène Urbani, qui a publié Landfall. Alors, Landfall est un roman qui est situé en 2005 à la Nouvelle-Orléans, donc en plein durant l'ouragan Katrina qui a semé le chaos. Elle a choisi de raconter ce moment à travers deux femmes, Rose et Rosie, l'une qui était dans la voiture avec sa mère et qui a percuté l'autre, et elle va, la survivante, retracer le parcours de la victime et le parcours de sa mère, et on va découvrir ce qu'était être à la Nouvelle-Orléans quand on est dans des zones pas forcément très riches et très aisées au moment de Katrina, avec tous les enjeux qu'il y avait à ce moment-là. Et puis si un autre auteur a raconté l'après-Katrina dans l'un de ses romans, James Lee Burke, alors ici Dieu de la pluie n'est pas un livre qui est situé pendant Katrina, mais c'est un autre livre dont peut-être on aura l'occasion de parler, parce qu'il raconte un enquêteur au Texas qui est hanté par les souvenirs de la guerre de Corée, parce qu'on rencontre aussi quand même beaucoup de vétérans dans cette littérature. James Lee Burke, on le connaît aussi pour son livre adapté par Bertrand Tavernier au cinéma, Dans la brume électrique, avec ce policier enquêtant à la fois sur le meurtre de prostituées et sur l'assassinat des dizaines d'années plus tôt d'un homme noir par des hommes blancs. Si j'ai pris le temps de raconter en quelques mots seulement ces romans, nous y reviendrons, c'est pour dire que cette littérature du sud des États-Unis, si elle se situe dans différents États, elle peut avoir des thèmes récurrents, des motifs qui reviennent. Vous l'avez compris, avec les prêcheurs et la place de la religion. Il y a aussi ces personnages à la marge, des hommes de loi ou de religion qui pratiquent plus ou moins ce qu'ils prêchent ou ce qu'ils disent. Et puis une large palette de violence qui va de la violence en armes à la violence des relations entre les individus, parfois au sein même de la famille, et puis cette chaleur qui souvent écrase l'intrigue, écrase les personnages. Benjamin Guérif, je vais vous poser la première question avant de revenir à tous ces motifs, tous ces romans, qui est finalement la question d'une tentative de définition de ce qu'est cette littérature du sud des États-Unis. Je dis bien une tentative parce que, évidemment, chacun a son appréciation. Suivant les États, on ne raconte pas tout à fait la même chose. Mais ce serait quoi pour vous cette littérature du sud des États-Unis? Est-ce que c'est une littérature qui est marquée par une même appartenance culturelle, une même appartenance géographique, un même imaginaire qui la distinguerait des autres régions des États-Unis? Alors c'est vrai que les États-Unis c'est immense, c'est un continent. Le Sud, c'est une partie géographique des États-Unis qui s'est constituée historiquement, qui est elle-même déjà plus grande qu'un grand pays européen. Donc dire ça c'est le Sud et ça c'est pas le Sud en littérature, c'est déjà un peu risqué, mais c'est vrai que on peut essayer de définir le Sud et donc la culture qu'il a produite en partant de l'histoire, c'est-à-dire que
Le Sud, à l'origine, vous savez, les 13 colonies britanniques, les 4 colonies du Sud, la Géorgie, les 2 Carolines, la Virginie, sont assez différentes en fait des autres colonies de la Nouvelle-Angleterre. Elles sont assez différentes pour plein de raisons. Elles sont assez différentes parce qu'elle a gardé souvent des liens, des liens culturels avec l'Europe plus marqués, plus aristocratiques, alors que dans le Nord, on est plus puritain. Commercialement, c'est organisé autrement. La production économique n'est pas tout à fait la même. Et puis évidemment, bien sûr, il y a l'esclavage. Donc l'esclavage, ça a été rendu possible parce que le sud des États-Unis, les 13 colonies, avaient un climat propice à quelque chose d'extrêmement intéressant financièrement pour l'Europe et pour les colons américains. C'est la canne à sucre et le coton qu'on produisait aussi dans les Antilles. Donc il y a eu développement de ces cultures typiquement coloniales dans ces régions chaudes, humides, et avec la main-d'œuvre bon marché, évidemment, des esclaves importés d'Afrique, comme dans les Caraïbes. Donc évidemment, ça a créé une particulière... Enfin, ça a façonné des colonies, des États qui ont commencé à diverger avec ceux de la Nouvelle-Angleterre, dont l'économie, elle, était différente. C'est industrialisé beaucoup plus vite et beaucoup plus puissamment, beaucoup plus massivement, a importé énormément de migrants européens de toutes les régions d'Europe, plus que le Sud, a vu sa population beaucoup augmenter, etc. Pour la faire courte, au moment où, et puis évidemment avec un climat beaucoup plus tempéré, beaucoup plus proche de l'Europe, et des ressources aussi minières différentes. Donc quand il a fallu se débarrasser du colon britannique, les 13 colonies se sont mises d'accord à minima pour mettre dehors l'occupant. Mais une fois que ça a été fait, en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas d'accord sur grand-chose. Et n'étant pas d'accord sur grand-chose, ils ont fait des compromis qui étaient un peu boiteux, qui ont tenu un certain temps, mais qui, à la faveur des transformations économiques et démographiques du XIXe siècle, ont fini par provoquer la sécession de ce qu'on a appelé alors la Confédération, qui était le vieux sud des colonies d'origine, plus d'autres États adjacents qui s'étaient constitués en États entre la guerre d'indépendance et la guerre de sécession, l'Alabama, le Mississippi, etc. Et la raison de cette guerre de sécession, à l'origine, c'est une raison institutionnelle, c'est-à-dire que les États du Sud considèrent que les États du Nord prennent trop de place et en veulent à leur liberté. La question de l'esclavage s'est évidemment greffée tout de suite sur le début des hostilités. La défaite de la Confédération a évidemment marqué très profondément la population, pour plein de raisons. Parce que la Confédération a été occupée par les armées du Nord, parce que ça a exacerbé évidemment la question de l'esclavage, puisque les Noirs ont été libérés, affranchis par les nordistes, mais c'est pas pour ça que les nordistes leur ont fait non plus un sort extrêmement enviable. Donc on s'est trouvé avec une population noire pauvre, marginalisée, une population blanche pauvre, marginalisée aussi, qui avait peur des Noirs et qui en voulait aux nordistes, qui étaient pourtant blancs aussi, comme eux, et une aristocratie du Sud qui en voulait à mort aux nordistes, évidemment, puisque leur ancien pouvoir vraiment féodal, quasiment, avait été battu en brèche par la défaite et par l'occupation nordiste. Donc tout ça, un mode de production, on va dire, un climat tropical pour l'essentiel, des rapports sociaux compliqués avec un clivage racial très lourd, mais aussi un clivage social entre les Blancs, avec des Blancs très riches, très aristocratiques, très européens souvent, et une masse de Blancs pauvres. L'héritage de la défaite militaire confédérée, bien entendu, la perpétuation de la ségrégation après la fin de l'occupation nordiste, quand les États du Sud sont revenus dans l'Union, il y a eu les lois de Jim Crow, c'est-à-dire des lois ségrégationnistes qui ont empêché en fait les Noirs de jouir réellement de leur liberté jusque dans les années 60 quand même, donc ça a duré longtemps. Donc tout ça, ça fait des thèmes de violence, de difficultés, de ressentiment aussi.
qui ont forgé une conscience du Sud, qui existe certainement. Mais ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que la littérature du Sud, ce qu'on pourrait appeler la littérature du Sud, elle naît justement de cette fin de la guerre de sécession, ou est-ce qu'il y avait déjà une littérature qui était particulière en raison du mode de vie de ce Sud? En fait, évidemment, à partir du moment où le Sud existe vraiment à partir du moment où c'est la défaite de Dixieland, en fait. Au XVIIIe siècle, on lit la littérature britannique dans le Sud. La littérature vraiment du Sud, elle existe quand il y a un objet particulièrement fort qui va habiter les consciences. Donc évidemment, c'est quelque chose comme Autant n'emporte le vent, qui raconte, rappelons-le d'ailleurs, en dehors du fait que c'est un triangle amoureux dysfonctionnel sur 1500 pages, il faut quand même le faire, ça raconte la chronique d'un monde qui s'écroule. Et ce que raconte Margaret Mitchell, qui publie ce livre dans les années 37, après je ne sais plus combien d'années de travail, mais beaucoup, ce qu'elle raconte, c'est les souvenirs d'enfance. C'est-à-dire quand elle était au début du XXe siècle, c'est sa famille lui parlait de ce qu'était le Sud, de leur enfance à eux, c'est-à-dire à peine 50 ans plus tôt, c'est-à-dire pas énorme en fin de compte. C'est comme quand nos grands-parents nous parlaient de la guerre, c'était pas si loin que ça. Et donc, évidemment, Autant n'emporte le vent a eu une importance considérable parce que, d'une part, le personnage de Scarlett est inoubliable, c'est la première grande féministe de la littérature, mais aussi parce que c'est la chronique vraiment à la fois fantasmée et documentée d'un monde qui s'écroule au pied de cette jeune femme qui au début est une dinde et qui à la fin est une femme de tête absolument incroyable. Alors bien dans le micro, si vous voulez, pour poursuivre la conversation. Mais est-ce que ça veut dire que cette littérature du Sud, ou en tous les cas, une partie de cette littérature du Sud, est travaillée par une nostalgie de ce monde perdu? Il y a le regard que peuvent poser les autres États, on y viendra dans un instant. Mais vous avez parlé de Margaret Mitchell avec Autant n'emporte le vent. La même année paraît Absalom de William Faulkner, qui raconte aussi quelque chose de l'esclavage, quelque chose de ce monde qui a disparu. La même année paraît Un petit arpent du bon Dieu de Erskine Caldwell, alors qui ne parle pas de l'esclavage, mais qui parle aussi quand même de deux mondes qui sont peut-être un monde, le monde rural qui est en train de disparaître devant le monde moderne avec la fabrique d'usines. Est-ce que cette littérature, une partie de cette littérature est marquée et entretient cette nostalgie? Oui, alors nostalgie, je ne sais pas comment il faut le dire, parce que c'est souvent une littérature très critique. On peut aussi parler de Tennessee Williams. En l'occurrence, on revient beaucoup sur l'aristocratie des planteurs, l'époque où c'était vraiment une aristocratie, où, c'est particulièrement visible dans Un tramway nommé Désir, par exemple, mais ça se trouve en fait partout, où on a des personnages de familles ruinées, en fait, qui se souviennent ruinés ou en déchéance sociale, qui se souviennent d'un passé plus glorieux, éventuellement idéalisé, où ils étaient vraiment incontestés, où ils étaient les possédants, où ils avaient la terre, où ils avaient les esclaves, où ils avaient la domination, et où on leur posait pas de questions. Et souvent, notamment par exemple dans Un tramway nommé Désir, on a l'héroïne Blanche Dubois qui en fait est en train de perdre la tête et a perdu sa vertu aussi, est en train de perdre la tête, et sa sœur qui elle a beaucoup plus les pieds sur terre, veut pas entendre parler de récupérer le domaine familial en ruine, ne veut pas entendre parler de retrouver le rang de planteur de grande famille, et a épousé un immigré polonais qui est pas noble pour un rond, qui est plutôt un peu alcoolo et un peu violent, mais qui a de l'avenir, parce qu'il est futé, il est travailleur, et en plus il est très beau. Dans le film, c'est Marlon Brando, vous vous rendez compte. Et donc la sœur, qui est beaucoup plus sérieuse, on va dire, qui a les pieds plus sur terre, en fait, elle s'est trouvée un beau mec capable de gagner de l'argent et désirable. Et alors que Blanche, elle devient dingue à force de se souvenir de son passé, du passé de sa famille, qui, on ne sait même pas si c'est vraiment vrai d'ailleurs, parce qu'elle est mythomane en plus. Elle devient... donc il y a un fantasme, ça qui paraît clair, qui est transversal, on va dire, chez un certain nombre d'auteurs importants, qui se souvient du passé, qui se souvient d'un passé violent, qui se souvient d'un passé inégalitaire, qui se souvient d'un passé de fantôme, chez Burke aussi, dans La brume électrique, avec les morts
confédérés. On trouve, et dans d'autres d'ailleurs de ces titres... Juste pour, dans La Brume électrique, effectivement, le personnage d'enquêteur, donc joué par Tommy Lee Jones dans le film de Tavernier, voit à son tour, comme l'acteur le lui a raconté avant, voit à son tour un général sudiste qui vient à plusieurs reprises l'interroger et habiter ses pensées, ses fantasmes. Et dans d'autres romans de Burke, il voit d'autres fantômes. Ça peut être des noirs tués injustement en douce il y a longtemps, des lynchages, des choses comme ça. Ça peut être des innocents. C'est pas forcément des généraux sudistes, hein, mais on retrouve et toujours avec ce côté un peu onirique. Un peu, on n'est pas très sûr, mais est-ce que c'est vrai ? En fait, c'est comme si dans cette espèce de terre gorgée d'eau là, le passé était enfoui, mais il n'était pas éliminé, il n'était pas décomposé, et il se remanifeste de différentes manières. Alors, vous pouvez le prendre à la Scarlett, c'est-à-dire comprendre. Non sans difficulté, parce que c'est quand même pas évident. Comprendre que votre monde est mort, que si vous voulez vous en sortir, et elle veut s'en sortir, il va falloir être la meilleure, il va falloir fouetter les mecs, parce que sinon ils vous pourrissent, il va falloir gagner de l'argent, et il va falloir être impitoyable s'il le faut. Elle le fait. À la fin, elle a 3 enfants de 3 pères différents, elle les a tous réduits en miettes, elle est la patronne. C'est la patronne. Mais elle est la patronne capitaliste moderne, pas la patronne de plantation. Ça, elle ne veut plus en entendre parler. Ou alors, vous avez Blanche Dubois chez Tennessee Williams, qui, elle, finalement, s'enferme dans ses rêveries déséquilibrées sur le passé, et puis on finit par en mourir, en fait. Et même si elle meurt pas vraiment, mais bon. Et puis vous avez le grand écrivain de la Louisiane qui est contemporaine, qui est James Lee Burke, où lui, en fait, il revient, où c'est plus hard-boiled, et c'est un homme en colère, Burke, qui raconte des histoires de violences faites aux plus pauvres, de choses comme ça. Robichaud, c'est un peu un justicier quand même. Et ben lui, il réexplore sans fin tous ces malheurs, tous ces préjudices qui ont été portés, et pour rétablir une vérité, si l'on veut. Et c'est vrai que c'est un thème qui revient chez beaucoup d'auteurs. Ouais. Alors il y a ça, et puis il y a le regard parfois un peu condescendant, ou en tous les cas le regard très critique d'autres régions des États-Unis sur ce qu'est ce Sud. C'est le cas de ce que met en scène Jack Hickson dans ce roman Sans lendemain. Alors, je précise que lui il vit à Chicago, et donc il raconte dans les années 40 une femme qui vient d'Hollywood pour aller vendre des films d'abord dans le Midwest et puis ensuite carrément au Sud. Et voilà la manière dont quelqu'un d'un studio de films de série B, parce qu'elle a raté le coche en étant dans le Hollywood du sommet du panier. Voilà comment quelqu'un du studio lui raconte son métier pour aller donc dans cette région du sud des États-Unis. Ce sera de placer les merdes du studio aussi loin que possible, dans les coins les plus reculés. Ça consiste à trimballer notre cam jusqu'au fin fond du Missouri, de l'Arkansas et du Tennessee, qu'il fait, et puis convaincre le propriétaire de la salle locale qu'il fait une bonne affaire. C'est bouseux, dit-il, c'est bouseux, se contentent généralement de ce qu'on leur donne. Ce regard-là condescendant, les coins le plus reculés, c'est bouseux. Évidemment, il prend ça, Jack Hickson, avec une certaine distance quand il l'écrit, mais est-ce que ça transparaît assez souvent dans ce regard sur le sud des États-Unis dans la littérature ? Alors, Hickson, lui, il vient de l'Arkansas. C'est son pays. Donc même s'il l'a quitté, il le connaît, puis il peut se permettre de... c'est toujours pareil, il y a le cliché, et puis il y a la réalité. Alors c'est vrai que même le terme redneck, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est rouge. Oui, c'est les gens qui travaillent dans les champs, qui sont pas riches, qui n'ont pas beaucoup d'instruction, et certains, comme toujours, vont les regarder de haut. Mais ça, c'est pareil partout. Après, il y en a beaucoup. Il y a sans doute il y a plus de gens dans le nord, dans le nord riche et industriel, qui regardent de haut des blancs pauvres du sud, sans doute. Mais je voudrais nuancer ça parce que il y a quand même. Alors, il y a des représentations cinématographiques. Quand on regarde Délivrance, par exemple, de Borman, qui est un film extraordinaire, mais qui est aussi un excellent livre. Quand on regarde ça et qu'on voit la population de gens qui vont agresser les citadins sur la rivière, et ce qu'ils font, c'est tellement choquant.
on se demande si ça correspond à une réalité, on se demande s'il y a vraiment des gens quasiment à l'état sauvage dans certains endroits reculés du Sud, ou est-ce que c'est un drame, c'est-à-dire que c'est mis en scène, enfin c'est stylisé, voilà. Il y a aussi autre chose qui rentre en compte, c'est les divergences de politique, qu'il ne faut pas surestimer, mais qu'il ne faut peut-être pas oublier non plus. Depuis que le Sud n'est plus démocrate, ça commence à faire un certain temps, il est républicain, souvent bien conservateur, on va dire. C'est ce que met en scène toujours ce même Jack Hinkson, mais dans cet autre livre que j'ai cité tout à l'heure, qui est Au nom du bien et qui se déroule durant les primaires républicaines de 2016. Alors c'est toujours la même chose. Il y a quelle est la part de cliché là-dedans ? Vous aurez des progressistes très virulents dans le Sud, c'est évident. Et vous avez des conservateurs jusqu'aux portes de New York, c'est évident aussi. Simplement, il y a une tradition politique qui s'est instaurée dans le Vieux Sud depuis quelques décennies. C'est vrai qu'elle est républicaine, vraiment très, très rouge, quoi. Oui, c'est la couleur du Parti républicain, ça peut paraître étrange. L'inverse de chez nous, et c'est fondé sur plusieurs idées de base qui sont enracinées dans cette société, et qui sont notamment, entre autres choses, la place des valeurs chrétiennes, on va dire. Pas forcément de la pratique religieuse, mais des valeurs chrétiennes, qui sont plus prégnantes sans doute que dans d'autres régions. Et puis la ceinture de la Bible, ce qu'on appelle la ceinture de la Bible. Elle déborde un peu, la ceinture de la Bible, dans le Midwest, mais c'est vrai qu'il y a une partie, dont l'Arkansas de Hinkson, qui fait partie de la ceinture de la Bible, où on a une place extrêmement importante de la religion, et notamment aussi des newborns, c'est-à-dire des chrétiens charismatiques, évangéliques, nouvelle formule, on va dire, protestants, qui sont très efficaces en termes d'aide sociale d'une part et de conversion de l'autre, donc qui connaissent une vigueur vraiment importante. Et évidemment, Hinkson, il raconte que lui, il a grandi là-dedans, mais vraiment famille religieuse, pasteur partout. Pour lui, office 3 fois par semaine, enfin voilà, pour lui, c'était normal. Il n'était pas intégriste, sa famille n'était pas intégriste, c'était normal. C'est toujours pareil, on connaît, la norme, c'est ce qu'on connaît. Donc il s'est rendu compte de quelque chose quand, en fait, il est adolescent, il a découvert Jim Thompson, qui est le pape du roman noir américain, enfin l'un des papes, et qui décrit souvent, alors il est lui du Texas, c'est pas tout à fait le sud historique, mais bon, c'était la Confédération, je sais pas. Et Thompson, lui, il raconte les turpitudes morales les plus épouvantables, et toujours de façon extrêmement forte. Donc c'est un auteur qui, a priori, on peut pas mettre entre des mains trop jeunes, peut-être, mais le jeune Jake, lui, a fait un combo qui tue, c'est lire la Bible en même temps que lire Thompson. Et donc aujourd'hui, il en est encore là, il fait du roman noir imprégné de Bible. Et c'est très très bien. D'ailleurs, il a eu le Grand Prix de littérature policière pour celui-là. Il a eu le prix Mystère de la critique pour le précédent, qui s'appelait L'Enfer de Church Street. Enfin bon. Et donc, regardez, rien que les couvertures, on a un cinéma et le clocher d'une église, et puis sur Au nom du bien, un col romain dégoulinant peut-être, et puis l'église en bas. Voilà, pour montrer effectivement comment c'est présent. Peut-être qu'on va y revenir après sur la religion, mais je voudrais qu'on rentre, avant d'entrer dans quelques motifs qui sont récurrents, qu'on revienne sur ces grands noms que sont Tennessee Williams, que sont William Faulkner, que sont Margaret Mitchell, pour que vous nous disiez, puisque la rencontre est consacrée au Sud, mais surtout au Deep Southern Gothic, c'est-à-dire toute la littérature très sombre qui s'attaque à des thématiques morbides avec une nature très présente, et questions de mort, de maladie, d'aliénation, de dégénérescence. J'aimerais que vous nous disiez ces grands noms, qu'est-ce qu'ils ont façonné comme imaginaire, qui a été finalement l'imaginaire ensuite dans lequel se sont inscrits les auteurs qui les ont succédés. Ah, parce que c'est... l'état d'esprit, par exemple, entre Faulkner, Williams et Margaret Mitchell est assez différent, je trouve. Même s'il y a des thématiques communes, il y en a, comme je vous l'ai dit, Scarlett, à la fin, elle a quelque chose d'optimiste. Ce qui n'est pas le cas chez Tennessee Williams. Alors Faulkner, c'est un des fondateurs, en fait, du roman noir, d'une certaine façon. Faulkner, c'était pas un des auteurs les plus connus de son temps au début, mais c'est prix Nobel. Prix Nobel en 1949, qui a quand même été marquant.
l'imaginaire que ça... Imaginaire ou des thèmes, en tous les cas, sur lesquels ils ont écrit. Parce qu'ils sont plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes. Mais moi, je dirais vraiment la prégnance du passé. Le fait qu'on n'y échappe pas. Le fait aussi que la civilisation qu'on vous présente, enfin la façade respectable qu'on vous présente, c'est pour ça que le roman noir aussi qui parle de ça, de la façade et de la poussière qui est derrière sous le tapis, est bien présent là. En fait, la façade est brillante, mais commence à être un peu délabrée par l'humidité peut-être, par la fin des temps soi-disant grandioses de la période coloniale, de la période de la plantation, parce que c'est soi-disant regretté, et c'était soi-disant un âge d'or, mais vous savez bien que le mythe de l'âge d'or, c'est quand même du flan. Hein. L'âge d'or, c'est ce qui était avant, et on dit que c'était l'âge d'or, mais je suis pas sûr qu'on vivait très bien sous les âges d'or européens des différentes époques. Et donc il y a cette espèce de mythe de l'âge d'or, je trouve, et cette espèce de mythe de la dégradation, ça se voit beaucoup alors dégradation sociale du beau monde chez Mitchell, dégradation tout court chez Tennessee Williams, si noirceur plus sociale chez Faulkner, mais cette idée, oui, que le passé était plus beau, qu'il a été perdu dans l'humiliation d'une certaine façon, parce qu'on a été vaincu militairement, et puis les Noirs sont indépendants et ils vont demander des comptes, et puis ce genre de choses. Et que, en fait, c'est comme il y a un côté, alors surtout chez Tennessee Williams, je trouve, il y a un côté monde créole, monde colonial des Antilles, quoi. Enfin, monde très chaud, très humide, où en fait le poids des relations sociales, le poids du milieu abîme la psyché, abîme et puis aussi le désir, les désirs charnels, peut être excité par, je sais pas, ce soleil. Voilà. Effectivement, dans un tramway désir, mais qu'on voit dans, en tous les cas, tous les livres que vous m'avez envoyés chez Gallmeister, tous parlent de la chaleur. Oui, et cette question, ils sont écrasés par la chaleur. Et cette question de caste sociale, parce que vous me parlez d'un tramway nommé Désir, mais ça me rappelle une réplique quand même qui dit tout. Et alors, je sais que c'est le sujet de Faulkner et de Mitchell par ailleurs, hein, mais il y a une réplique qui dit tout dans le tramway. C'est genre, qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous, les anciens aristocrates, qui sommes toujours des gens très bien, etc., et ce peuple des faubourgs qui est ouvrier? Il n'y a rien de commun, sauf une ligne de tramway. Et ce tramway s'appelle Désir. C'est l'explication du titre. Donc ça dit tout. C'est une histoire de désir, c'est une histoire de sexe, c'est une histoire de nécessité de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est une histoire de classe sociale qui descend et qui essaye de conserver un ascendant sur une classe sociale plus jeune, plus dynamique, qui monte. Et dit, le tramway, évidemment, l'ère industrielle, les transports, les machins, c'est le métro, quoi. Et il s'appelle Désir. Voilà. Donc ça, je crois que c'est hyper important, parce que ça se retrouve autrement dans Autant n'emporte le vent, ça se trouve aussi chez Faulkner, ça se trouve dans plein de nos auteurs contemporains. Ça, c'est vraiment un truc, effectivement, que je crois on peut souligner. Alors, je voudrais qu'on poursuivre avec donc certains des motifs que l'on retrouve dans les romans ou une partie de la littérature du sud des États-Unis. Benjamin Guérif, on l'a évoqué, la question de la chaleur. On reviendra sur la question de la violence, la dégénérescence. Mais ce qui est marquant dans une partie de ces romans, c'est qu'il y a toujours un personnage à la marge qui peut être considéré comme l'idiot du village, ou qui peut être considéré mentalement attardé ou pas comme les autres. C'est le cas, on va rester encore chez Jack Higginson dans Sans lendemain, où la sœur du shérif fait office de shérif tout simplement parce que son frère n'a pas les pleines capacités d'assurer ce poste. Mais c'est le cas aussi et beaucoup chez Peter Farris dans ces personnages, alors qui sont d'ailleurs du bon côté souvent de l'histoire, malgré ce qu'ils ont fait. Ici, dans Les Mangeurs d'argile, où le personnage de Billy, qui va dire à ce jeune adolescent ce qui est arrivé à son père, qui va lui dire attention, il y a des intérêts qui sont en jeu pour son domaine. Ce personnage, c'est quelqu'un qui a été l'auteur d'un attentat et qui est pourchassé par le FBI. Et puis encore plus dans un autre roman de Peter Farris, où le
Le Diable en personne, où le personnage qui recueille la jeune prostituée qui a échappé à son assassinat est complètement à la marge, pourrait être considéré comme milieu du village. D'ailleurs, il est moqué par les habitants du village quand il vient avec son mannequin dans sa voiture à côté. Comment est-ce que vous expliquez que ce genre de personnage soit aussi récurrent dans cette littérature-là? Ouais, il est moqué et il est craint aussi. Oui. Et d'ailleurs, on peut ajouter d'autres exemples. C'est vrai, par exemple, chez Larry Brown, qui lui, alors c'est Mississippi, c'est pas un auteur Gallmeister, on le republie. Mais c'est le Mississippi profond, il y a souvent des personnages comme ça. Chez Chris Offutt, lui c'est le Kentucky, il y a là le héros de Nuit Appalaches qui est sorti il y a 2 ans, qui est un très très beau roman noir. C'est quasiment un type à moitié, enfin pas débile, mais à moitié quand même pas tout à fait complet, quoi. Et c'est un très beau personnage. C'est vrai qu'on a une récurrence de ça. Alors, comment expliquer ça? Je dirais que des personnages de marginaux, c'est quand même un aspect essentiel du roman noir en général. C'est pas propre à tel ou tel, puisque justement le roman noir étudie la marginalité, étudie le mauvais côté de l'âme humaine, étudie en quoi la réalité ne correspond pas à ce qu'elle devrait être si on était moralement des gens bien, et quelles conséquences ça a, surtout pour les plus pauvres, ou pour les plus faibles, ou pour les plus malades. Alors dans le Sud, si je raconte ça, c'est parce que je pense que déjà, étant donné qu'il y a une grande pauvreté, on revient sur la question sociale, mais bon, il y a une grande pauvreté. Déjà, les États du Sud sont plus pauvres en moyenne que les États du Nord, mais aussi, ou de l'Ouest, mais aussi à l'intérieur des États du Sud, les différences sociales sont très importantes. Donc, vous êtes... et en plus, il y a le clivage racial qui existe toujours. Donc, vous avez une partie significative de la population, blanche comme noire, qui, de toute façon, est dans une situation de grande précarité, de grande difficulté. Vous avez aussi une importante population rurale, isolée, plus ou moins isolée, mais en tout cas enclavée. Je vous renvoie à Délivrance, encore une fois. Vous avez également le système politique américain qui fait que, en gros, il vaut mieux être pauvre en Norvège qu'en Amérique, on le sait bien. L'État fait une différence. Et que si vous êtes pauvre dans un pays pauvre, et surtout si en plus vous êtes noir ou malade ou que sais-je, il y a effectivement des chances que vous ayez peu accès à l'instruction, que vous ayez peu de possibilités de vous rendre compte que vous pouvez avoir autre chose, etc., etc. Donc vous avez un peu inévitablement une population de marginaux qui va exister, et plus qu'ailleurs. C'est un peu inévitable. D'ailleurs, Offutt, il dit un truc qui est très juste. Dans un de ses recueils de nouvelles sur le Kentucky, c'est très souvent des pauvres gens justement qui partent à pied, à cheval, en voiture, comme ils peuvent, qui partent parce qu'ils savent que s'ils restent, de toute façon, leur destin, c'est lamentable. Donc autant tenter le coup et partir, même à pied. Et à un moment donné, il y en a un qui se fait arrêter par un flic et qui lui dit, et le flic lui dit, mais d'où vous venez? Et le type, il répond, du Kentucky. Et il répond, d'où dans le Kentucky? De là où on se casse. Voilà. Et donc, on comprend, si vous voulez, qu'il y ait une forte population de marginaux qui soient atteints psychiquement. Oui, ça c'est à la fois misère sociale, économique et misère mentale. Oui, mais en fait, tout ça est un peu lié. Oui. Parce que si vous grandissez dans un monde relativement fermé, où vous êtes sous l'emprise de certaines personnes, l'entrepreneur du coin qu'emploie tout le monde, ou le pasteur, ou que sais-je, ou tous ensemble, que vous avez peu de possibilités de voir le monde extérieur. Alors évidemment, c'est pas tout le Sud, ne me faites pas dire n'importe quoi, mais des endroits, jusqu'à une date relativement récente, des endroits ont pu rester plus enclavés que ce qu'on pourrait croire, nous, vous aurez peut-être des populations comme ça, quoi, parce que, faute d'autres possibilités. Donc moi, ça m'étonne pas plus que ça, mais je comprends ça plus pour des raisons sociales, en fait, que sur des raisons... pour des raisons d'une... comment dire... Du coup, ça fait un levier formidable pour écrire des fictions, forcément, et des personnages qui sont, pour une partie d'entre eux, chassés. C'est aussi évidemment le roman noir joue là-dessus, mais les personnages que j'ai évoqués, ils sont pas du tout confortablement installés pour une partie d'entre eux. Ils sont l'objet de chasse à l'homme. Ça, c'est aussi un thème qui revient souvent dans cette littérature-là. Ouais, mais c'est un thème qui est lié à la violence, en fait, en général.
C'est-à-dire que la littérature du Sud, on pourrait dire, oui, la nostalgie ou le passé fantasmé, on pourrait dire la pauvreté, la violence, la marginalité, tout ça, je pense que c'est vrai, mais c'est pas propre au Sud. Ça existe ailleurs, mais c'est vrai que c'est particulièrement prégnant au Sud. Voilà. De même qu'il y a des auteurs très religieux ailleurs que dans le Sud, mais c'est vrai que dans le Sud, ça se voit peut-être plus. Voilà, donc c'est comme ça que je dirais, en fait. Effectivement. Vous l'avez dit, des régions qui sont parfois très enclavées, et ce qui se passe dans une partie des romans que vous publiez ou des romans qui se situent dans le Sud, c'est que l'on a quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient dans cette région, ou l'inverse, quelqu'un de cette région qui va vers l'ailleurs. Ça aussi, c'est un ressort de fiction que les auteurs aiment fortement pris, c'est le télescopage entre les deux mondes, entre guillemets, enfin tous les guillemets que ça mérite, le monde civilisé et le monde qui ne le serait pas, mais là aussi avec une tension entre ce qui est de la réalité, ce qui est de la fiction, ce qui est de la moquerie parfois sur certaines communautés. Alors l'étranger qui arrive dans une ville et qui se confronte à la réalité et qui découvre une réalité incroyable, c'est aussi un ressort majeur du western. C'est pas propre non plus au Sud. Mais oui, là en l'occurrence, on a des exemples, notamment avec au Sud dont j'ai parlé, mais aussi avec Larry Brown. Le plus beau livre, à mon avis, de Larry Brown, c'est là-dessus. C'est les vétérans. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre et peu qualifié, une des possibilités qui s'offre à vous pour vous extraire de votre situation, c'est l'armée. Alors, Les Mangeurs d'argile de Peter Farris, le marginal qui va dire au fils de la famille comment son père est mort, est un vétéran de la guerre, et c'est le cas pour James Lee Burke avec l'un de ses enquêteurs. Voilà, comme on sait que c'est un pays qui fait beaucoup la guerre, c'est un pays qui a produit beaucoup de vétérans. Évidemment, l'armée américaine, c'est incomparable par rapport à l'armée d'un autre grand pays, en termes de nombre même. Donc il y a beaucoup de vétérans, effectivement, il y a beaucoup de vétérans, et ces vétérans, généralement, ils viennent effectivement de milieux pas forcément très favorisés, et donc, après être partis, et alors peut-être avoir été mieux soignés, mieux nourris, mieux encadrés pendant quelques années, ils reviennent chez eux. Et là, le choc peut être lourd, parce que soit ils ont été traumatisés pendant la guerre, pendant leur service, et donc ils sont potentiellement difficiles à contrôler, soit ils sont, au contraire, ils ont fait la part des choses. Ils voient que leur communauté est vraiment en déshérence, et que qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et voilà, et ils peuvent aussi péter un câble là-dessus. Donc c'est vrai que l'armée, on revient finalement, c'est quelque chose d'assez militaire. Enfin, c'est une histoire, je sais pas, culturelle assez marquée par cette chose militaire, que ce soit les milices de la guerre d'indépendance, les milices de maintien de la suprématie, la guerre de sécession, bien sûr, le Ku Klux Klan, les milices d'autodéfense qui existent toujours, et l'importante contribution au service militaire national. C'est vrai que l'armée, la chose militaire est quand même toujours pas très loin, quoi. Ouais, et qui dit l'armée dit évidemment aussi la violence, dit le maniement des armes, dit et puis la hiérarchie. Finalement, on revient sur d'autres sujets. Ouais. Évidemment. Alors il y a cette violence militaire là, et puis il y a quand même aussi la violence des rapports humains, sans forcément qu'il y ait d'armes entre les deux. Dans beaucoup des familles, ça se passe pas très bien. On est en opposition très forte. Je pense alors à le livre qui est paru la même année que Autant n'emporte le vent, qui est Le petit arpent du bon Dieu d'Erskine Caldwell, qui raconte une famille dans une zone rurale qui, alors le petit arpent, pour le dire rapidement, en fait c'est un petit bout de terre que le père de famille déplace sans arrêt sur son domaine, parce que ce qu'il cherche avec ses fils, c'est éventuellement la fortune qu'il pourrait trouver en creusant le sol, et donc là où il décide de creuser, se trouver le petit arpent qu'il déplace. Et puis il a une de ses filles qui est partie à la ville, dans le monde des usines, mais entre les fils, les filles et les pères, on se parle extrêmement mal, et ça, ce n'est pas qu'un exemple isolé. Les rapports sociaux au sein de la famille sont quand même souvent compliqués. Oui, mais alors ça, c'est pareil sur toutes les familles, non? À ce point-là, je sais pas. On se dit peu « je t'aime » dans ces romans entre membres d'une même famille.
Ouais, mais oui, non, c'est vrai. C'est pas une littérature sentimentale, c'est ça que vous essayez de dire. Ouais, j'aurais pas été jusque-là, mais on peut le dire. En tout cas, c'est pas une littérature qui soigne les aspects positifs de ce que pourrait être une famille. Bah, c'est vrai que même dans Autant n'emporte le vent, où c'est quand même une histoire d'amour malgré tout, c'est une histoire d'amour vache, hein, on peut le dire. Quant à Tennessee Williams, j'y reviendrai même pas. C'est plutôt famille je vouais, c'est plutôt les conflits, c'est plutôt des histoires d'héritage aussi, parce que comme il y a comme on s'appauvrit, comme on estime qu'on n'est pas à sa place. Alors là, je parle pour les anciens aristocrates évidemment. Il y a une façon, on essaye de capter l'héritage, on est intéressé. Et pour Hinkson, c'est une histoire de maître chanteur. C'est un jeune white trash qui est pauvre, qui veut se casser de l'Arkansas et qui donc va faire chanter le seul qui a de l'argent, c'est-à-dire le pasteur. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, effectivement. Il y a beaucoup d'histoires Dans Les Mangeurs d'argile de Peter Farris, c'est aussi une histoire d'héritage. C'est une histoire d'héritage, également, puisque c'est la nouvelle aussi femme de ce père donc, qui décède. On apprend avec son frère prêcheur qu'il convoite très fortement ce qu'il peut y avoir comme potentialité minière dans le domaine. Oui, mais il s'agit d'hériter de la terre. Oui. Non, c'est vrai. Mais en même temps, dans Nuit à Appalaches, par exemple, chez Offutt, c'est Kentucky, là, le vétéran un peu faible psychologiquement, enfin pas faible psychologiquement, mais un peu atteint, qui revient de la guerre et qui retrouve et qui fonde sa famille et qui défend en fait ses enfants un peu arriérés, un peu bon. Là, c'est une famille, c'est très beau au contraire. C'est des marginaux, c'est des pauvres. Mais c'est vraiment la couvée, quoi. La couvée. Donc il y a les deux en fait. Hein. J'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les trucs atroces, c'est plus chez les aristos. Peut-être, on va laisser cette question en suspens. Je ne vais pas oser y répondre, Benjamin Guérif. Mais je crois qu'on avance un petit peu sur, puisqu'on parle finalement des rapports entre les humains, ça passe par le langage. Aussi que vous nous disiez un petit peu quel est le langage qui est utilisé, parce que dans ce Sud, il y a cette cruelisation, donc ces langues qui sont inventées. Il y a parfois aussi beaucoup de crudité dans les mots chez James Lee Burke ou dans bien d'autres, avec un vrai défi pour les traducteurs et traductrices de faire passer cela en français. Alors d'abord, il n'y a pas une façon de décrire l'Américain du Sud. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est très grand. Et ensuite, il y a des auteurs il y a différentes régions qui sont pas pareilles et on n'y parle pas de la même façon. Et notamment aussi du point de vue du niveau social. Il y a beaucoup de variétés. Après, il y a des surprises. Alors, il y a tout ce qui est argot ou choses locales liées à un métier. Bon, ça, c'est difficile, mais il faut l'apprendre. Enfin, on se familiarise avec. Il y a le fait de transcrire la langue populaire. C'est toujours pareil. L'américain, souvent, est assez souple, assez créatif, assez imagé. Le français, souvent, un peu plus rigide. Transcrire la langue populaire sans faire ridicule ou mal fait, c'est pas facile. Je dis pas que c'est pas possible, hein. C'est pas facile. Il faut vraiment peser. Il faut vraiment savoir faire. Bon, on a des traducteurs qui savent faire, mais bon, c'est du boulot. Et puis il y a aussi des particularités. Alors pour la Louisiane, évidemment, on peut parler de l'héritage du français qui est pareil, un fantasme en fait. Burke, qui a vécu en Louisiane toute sa vie, ses personnages ont que des noms français, il n'y en a pas un qui parle français, hein. Mais on garde cette espèce d'héritage, je crois que c'est le mot, même s'il correspond. À quoi correspond-il ? Enfin, je ne sais pas. Je sais qu'en Louisiane, il y a moins de 10% de la population qui parle le français, sur un État qui est petit en plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un fait... Beaucoup de locuteurs. Ouais. C'est pas un fait massif, c'est ça que je veux dire. Même si apparemment c'est un héritage auquel les gens tiennent, et tant mieux. Un peu plus au nord, dans le Kentucky, là encore, Alex Taylor m'avait raconté. Alors, Alex Taylor, là, on n'en a pas cette fois. Si, le sang ne suit pas. Voilà, mais ça, c'est un roman qui se passe beaucoup plus ancien dans le temps, puisqu'on est au XVIIIe siècle. Oui, là, c'est Fenimore Cooper en gore, là, ça. C'est une histoire de trappeur, mais qui est vraiment féroce. Hein. Voilà, trappeur avec une indienne, et il est question que le fils de cette femme soit donné par la communauté blanche à la communauté indienne. Oui, il est question parce qu'il y a un sérieux coup de gourdin qui menace. Hein.
Ouais, donc, lui, il m'a expliqué à l'extérieur, dans un autre de ses livres, Le Verger de marbre, parfois, il y a des gens vraiment très ruraux, peu éduqués, tout ça, peu savants, qui parlent un anglais qui paraît parfois très châtié, très recherché, voire parfois même sur des constructions qui sont presque précieux, quoi. Et j'ai voulu poser la question, comment ça se fait, enfin, en faisant attention, quoi, qu'ils ne disent pas, genre, t'es trop plouc pour parler comme ça, enfin, comment ça se fait qu'on ait cette recherche, ce vocabulaire parfois rare, enfin, bon. Et lui, il m'a dit, ah bah c'est simple, quand tu es dans certains endroits comme ça, il y a très peu d'instructions, les gens partent pas, tout ça. Donc, en fait, pendant des générations, les gens, ils ont tout ce qu'ils ont lu et la langue qu'ils ont transmise, ça venait de deux choses. C'était la Bible de James, donc la Bible du roi James au XVIIe siècle, et Shakespeare. Comme nous, on peut citer Molière sans le savoir. Hein. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette galère? C'est du Molière. Et donc, en fait, il peut arriver qu'on ait une langue ancienne ou plus élaborée de manière inattendue, parce que c'est le corpus de base. Donc ça peut surprendre, par exemple. Et je peux en parler parce qu'il me l'a expliqué. Mais il y a plein de choses de cet ordre. Après, plus à l'ouest, vous savez que le texan passe pour un idiome assez particulier. Voilà. Bon, et puis, évidemment, il y a aussi le parler des Noirs. Dans quelle mesure il est... tout le monde le parle, ou est-ce que c'est devenu un acte conscient, militant, ou est-ce que ça se fond dans la langue courante, ou comment on fait pour le traduire éventuellement? C'est un gros très très compliqué. Quel équivalent en français? Donc c'est vrai que c'est beaucoup de problèmes, mais bon. Ce sont des défis à remonter ou à essayer en tous les cas d'affronter. Je voudrais qu'on parle aussi pour cette littérature saucerne gothique, c'est cette question aussi de la dégénérescence, question morbide, mais qui a aussi un rapport au paysage, à la nature. On sait qu'il y a toute une littérature américaine qui est une littérature de la nature. Alors il y a celle des grandes plaines de l'Ouest, mais dans le Sud, qu'est-ce qu'il en est? Alors en Louisiane, il y a quelque chose qui s'appelle les bayous, il y a quelque chose qui s'appelle les marais, qui sont peut-être aussi des passages incontournables, voire des clichés qui sont pris ou auxquels il faut parfois s'échapper, mais qui forgent les histoires, qui forgent aussi les personnages qui vont s'y trouver. En même temps, je pense que oui, mais je pense que partout où vous avez un paysage impressionnant, vous aurez une littérature qui en parlera. Donc, donc vous avez parlé des grandes plaines, des montagnes rocheuses, de tout ça, c'est vrai, c'est très bon. En Louisiane, vous avez effectivement les bayous, et vous avez les ouragans aussi, dont Burke notamment parle beaucoup. Burke, il doit avoir écrit 40 livres maintenant, dans quasiment chacun de ces livres, enfin la plupart se passent en Louisiane, et dans quasiment chacun d'eux, vous avez la scène de tempête, la scène d'ouragan, il prend son temps, il peut mettre 10 pages, 15 pages, avec la pluie, avec le vent qui arrache tout, et c'est souvent, c'est très beau, c'est souvent très très beau. Quand il n'y a pas d'ouragan, vous avez aussi effectivement les bayous écrasés de chaleur, vous avez aussi, et Burke n'est pas seul évidemment, hein, Charles Williams par exemple, on parlait tout à l'heure de la Bayou Girl, la fille des rivières, qui se passe dans ce décor avec une espèce d'immobilité, de chaleur écrasante. Et alors évidemment, vous avez la nana très peu vêtue parce qu'il fait très chaud, qui a ses vêtements collés au corps par la sueur, et vous avez le mec qui regarde ça, qui fait ah là là. Bon, évidemment, mais si vous allez, on peut retourner à Délivrance, la nature est très impressionnante. Et si on vous dit que ça se passe en Afrique centrale, vous pouvez dire ah peut-être oui, ou en Australie. Enfin, c'est pas écrit comme ça que c'est la Géorgie. Je pense à partir du moment où vous avez un milieu naturel impressionnant, vous aurez ça. C'est inévitable en fait, parce que les écrivains ils observent les rapports sociaux, ils observent les dysfonctionnements de la société, ils dénoncent ou pas des choses, mais faire abstraction complètement de l'environnement, faut vivre dans un endroit vraiment sans intérêt, ou alors faire une pièce dans une salle fermée, quoi. C'est vrai que Larry Brown, par exemple, quand il parle de sale boulot,
quand il écrit Sale boulot, qui est son plus beau livre, je pense. Alors là, c'est dans le Mississippi, hein, c'est un noir, un blanc, 2 anciens soldats. Donc vous voyez, on est en plein dans nos thématiques. Hein. Tous les 2 pauvres, tous les 2 infirmes. Voilà, on est en plein dans total. Tout ce qu'il faut, vous pouvez ça. Et c'est le plus beau livre de Larry Brown, qui est un grand auteur. Là, vous avez, évidemment, c'est un huis clos, c'est une chambre avec 2 personnages. Et il y en a un 3e qui rentre de temps en temps. Donc là, le paysage, effectivement, ne compte pas. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Chez Faris, c'est surtout dans Les Mangeurs d'Argile, on a un immense domaine, désert, paradoxalement. Enfin, on a l'impression d'être en plein désert, c'est écrasé de chaleur, c'est immobile, et c'est un gosse et un ancien soldat, enfin un ancien criminel, qui erre dans ce désert, alors qu'il y a de la végétation, il y a de l'eau, enfin, et pourtant c'est un désert quelque part. Voilà. Il faut rappeler aussi que l'Amérique en général, pas seulement le Sud, c'est quand même gigantesque. Ça, on se rend moins compte de ça, nous, parce que quand on a une colline sans rien construit dessus, on dit « Ah là, c'est la nature sauvage ». En Amérique, vous pouvez conduire 100 km quasiment sans rien voir. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Donc évidemment, le milieu est plus impressionnant. Je pense que c'est logique. Donc quand vous avez quelque chose de... Quand vous avez des endroits un peu déserts, avec un climat marquant, avec des paysages marquants, avec une violence latente, avec des marginaux, avec un gros passif historique. Enfin, quand vous avez tout ça, c'est des boîtes à histoire, une réserve à histoire, en tous les cas. Et puis il y a la question de la religion, la question des croyances et des superstitions, parce que c'est peut-être aussi un cliché, mais de rattacher ça à la Louisiane et la Nouvelle-Orléans, c'est la question du vaudou, la question de la superstition, et qu'on trouve évoqué chez Hélène Urbani dans ce roman Landfall, qui est le roman donc, qui est situé durant Katrina avec Rose et Rosie, où l'une enquête sur ce qu'était la vie de l'autre. Et voici ce que Hélène Urbani écrit: la superstition est une spécialité de la Louisiane au même titre que les alligators et le tabasco. Dans Erskine Caldwell, le petit arpent du bon Dieu, le père de famille va chercher un homme noir dans les marais parce que soi-disant il serait plus noir albinos, parce que soi-disant les albinos trouveraient plus facilement de l'or que les autres. Cette question des superstitions, des croyances, avant d'aborder la question des prêcheurs, dans cette Amérique-là qui est très religieuse, là aussi, c'est un ressort d'histoire formidable dans lequel les écrivains se moquent un petit peu de cela. Je suis pas sûr qu'ils s'en moquent. Et Burke, quand il en parle, par exemple, je suis pas sûr qu'il s'en moque. Et il y avait Fulmer qui parlait de la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle. Il y avait, il y a un certain nombre de livres auxquels je peux penser comme ça. Je suis pas du tout sûr que ce soit parce qu'il y a un peu de crainte aussi. Chez Burke, il y a clairement un respect, je pense, pour l'âme du pays, l'âme du bayou. Et pour d'autres, je pense qu'en fait, ça dépend si c'est quelqu'un... Alors, je peux me tromper, mais si c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui observe ça, il se dit, c'est quoi ? Mais quelqu'un qui vit là, ou qui a vécu longtemps, je ne pense pas qu'il s'en moque. Parce que vous savez très bien, comme moi, que se moquer d'un fantôme, c'est dangereux. On ne sait pas s'il existe, mais on ne sait jamais. Voilà. Et puis il y a la question de la religion, donc on a abordé déjà tout à l'heure, mais qui va parfois jusqu'au fanatisme. Et un grand nombre des romans que nous avons là sur la table mettent en scène un personnage de prêcheur ou un personnage de pasteur qui n'est pas forcément toujours du bon côté de l'histoire, qui pratique pas forcément toujours ce que devrait être sa religion. Chez James Lee Burke, dans Dieu de la pluie, c'est un policier qui traque un homme qui est surnommé le prêcheur et qui a une morale qui est quand même bien à lui. Chez Jack Kingston, donc vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très marqué par l'emprise religieuse de son univers familial, eh bien, on trouve ce prédicateur de l'Arkansas qui veut pas que le cinéma dans les années 40 vienne s'implanter chez lui. Dans Peter Faris, Les Mangeurs d'Argile, parmi ceux qui convoitent le domaine d'où le père de famille a été tué, eh bien, il y a cet oncle qui est un prêcheur aussi. On s'aperçoit très vite qu'il a des intérêts assez troubles. Et puis, chez à nouveau
Rousseau, Jackinson, au nom du bien, eh bien c'est tout simplement une histoire de chantage avec un prêcheur qui a une pratique homosexuelle, même si dans son discours, il va y être très hostile. Ces personnages fanatiques, comme dans Zero Blood, d'ailleurs, hein, le film de prêcheurs, là aussi, la religion, comment est-ce que vous la décririez dans cette littérature du Sud? Il y a la religion, et puis il y a la manière de la pratiquer. Oui, mais d'abord, il n'y a pas qu'une religion. Eh oui. Parce que c'est le génie du protestantisme, c'est que vous savez que l'Amérique a été largement fondée sur des questions de persécution religieuse. Les pères pèlerins, ils quittaient l'Angleterre parce qu'ils étaient puritains, il y a les Quakers, tout ça, qui ont migré en masse au XVIIe, XVIIIe siècle dans les colonies, les 13 colonies, pour échapper, enfin pour avoir une liberté religieuse que l'Angleterre n'était pas forcément. C'est d'ailleurs pour ça que les colonies britanniques se sont retrouvées aussi monstrueusement plus peuplées que les colonies françaises et qu'ont pu l'emporter militairement au XVIIIe siècle parce qu'ils étaient à 20 contre 1, tout simplement, à cause de cette émigration. Et donc on a déjà on a différents courants religieux, et ces différents courants religieux, ils ont en plus ils ont un côté souvent, c'est la terre promise, si vous voulez. Donc, on a la conscience de la persécution ou la conscience de l'exil, et en même temps, il faut rebâtir Jérusalem. Enfin, j'exagère à peine parfois. Et pour ça, il y a plusieurs écoles. Vous savez, il y a les baptistes, les anabaptistes, les quakers, les machins, les épiscopaliens. Enfin, il y a les méthodistes. Il y a toute une série d'églises, de croyances, voilà, qui peuvent d'ailleurs être d'accord ou pas. Enfin bon, vous avez aussi l'Église catholique, qui est la première confession américaine, chose qu'on oublie ça, parce que les protestants sont plus nombreux, mais ils sont éclatés en plusieurs endroits. Et justement, en Louisiane, il y a beaucoup de catholiques, ce qui est l'héritage de la présence française d'ailleurs, et des créoles antillais qui ont fui les révolutions de Toussaint Louverture et compagnie. Donc il y a une importante, d'ailleurs on dit des paroisses, on ne dit pas des comtés en Louisiane. Et il y a une importante présence catholique. Il y a donc une présence chrétienne qui est importante, mais qui est divisée en plusieurs groupes. Pendant longtemps, il y a eu une rivalité avec les catholiques, parce que les protestants estimaient que le protestantisme c'était mieux, mais lequel ? Déjà, lequel ? Il y a donc les Irlandais d'abord, puis les Italiens ont été parfois défavorisés, rejetés, mais ça a été fini après. Il y a eu les Juifs aussi, qui également, alors encore plus différents que les catholiques, mais quand même, malgré tout, Jérusalem, c'était eux à l'origine, donc bon. À la fin, tout ça finit par cohabiter, à peu près, enfin, chacun dans sa chapelle, c'est plus... il y a les églises noires, qui sont très importantes, parce que dans l'histoire de l'esclavage, l'église a souvent été un endroit de réconfort pour ces gens qui n'en avaient pas tant que ça. Le gospel, le blues, d'ailleurs, ça vient de là. Le comportement religieux des Noirs n'est pas forcément le même que celui des Blancs et que celui des aristocrates, etc. Il y a une part de catholiques importante, il y a eu des conversions à l'islam aussi, plus tard. Tout ça est très éclaté, en fait. Tout ça est très éclaté, et il faut ajouter le fait que, outre que les États-Unis, c'est quand même un pays donc de Nouvelle-Jérusalem, j'en rajoute, mais vous comprenez ce que je veux dire, de terre promise, voilà, de terre promise. Il y a eu une divergence dans l'évolution culturelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe sur la question de la religion. C'est-à-dire que autant on parle la même langue, autant les Américains sont pour l'essentiel des descendants d'Européens, plus ou moins, autant sur le plan de la religion, il s'est passé quelque chose. Depuis les années 60, en Europe, la religion a beaucoup décru. Elle n'a pas disparu, mais elle a perdu de son importance obligatoire. Elle a perdu de son nombre de troupes, en fait, de bataillons. Elle est devenue minoritaire, en fait, partout. Dans les pays protestants, dans les pays catholiques, partout. Alors qu'en Amérique, même si le pays garantit la liberté, que c'est pas une théocratie, contrairement à ce qu'on a pu entendre parfois, parce que c'est un pays individualiste, la Constitution garantit l'individu, donc bon. Mais la pratique est restée beaucoup plus élevée. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup des romans, c'est un personnage de prêcheur ou de pasteur qui a vraiment un rôle très très fort sur la communauté, qui tient parfois la communauté dans sa main, aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Oui. Personnage très fort, et personnage parfois un peu truand.
à partir du moment où vous avez le pouvoir, ça c'est une leçon du roman noir, à partir du moment où vous avez le pouvoir, vous allez en abuser, ça c'est clair. Donc, mais donc je pense que c'est beaucoup à expliquer avec le contexte historique, en fait, cette importance des communautés religieuses et de la fondation de l'Amérique, et ensuite de comment ça s'est passé spécifiquement dans le Sud. Mais là, c'est quand même des personnages de prêcheurs, ceux dont je viens de parler, qui ne respectent pas finalement la religion qu'ils sont en train de prêcher. Oui, mais ça c'est partout pareil. Vous aurez toujours des prêtres malhonnêtes. Vous aurez toujours vous aurez toujours des saints et vous aurez toujours des truands. C'est pas, enfin ouais, c'est partout quoi. Effectivement. Puis comme on arrive presque au terme de cette rencontre, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur Katrina et comment Katrina a infusé la littérature. Vous l'avez cité pour James Lieber, qui a situé plusieurs de ses romans, évidemment dans un festival de cinéma. Et on peut penser aussi quand même à la série télé Trémé qui se passe dans la Nouvelle-Orléans post-Katrina. Et puis c'est le cas ici avec Elani Urbani, donc Landfall, alors qu'elle situe pile pendant Katrina, son roman. Est-ce que vous voyez arriver une littérature de l'après-Katrina ? Est-ce qu'on pourrait qualifier c'est une littérature de l'après-Katrina ? Une littérature, je ne sais pas. Il y a eu des livres, donc Burke, Urbani, il y en a eu d'autres, très bien. Ça, c'est compréhensible. Un événement hyper choquant produit des témoignages littéraires, d'accord. Après, je dirais peut-être qu'on verra se développer une littérature plus largement qu'après Katrina, une littérature du désastre écologique. Parce que ça ira bien en plus avec le côté décrépitude et nostalgie qu'on a pu essayer d'identifier chez d'autres auteurs. Quand ça va commencer à vraiment mal tourner avec le réchauffement climatique, et je pense que c'est pour bientôt, enfin apparemment beaucoup de gens le pensent, le sud des États-Unis est particulièrement exposé. Au golfe du Mexique, tempête tropicale, raz-de-marée, tout ce que vous voudrez, à l'érosion des sols, parce que c'est très bas, aux crues du Mississippi, la Nouvelle-Orléans, on a vu ce que ça donnait, aux tornades, un peu plus loin vers le Texas et l'Oklahoma, tornades, tempêtes de poussière, dust bowl, tout ça. En plus, on en a déjà eu, donc on sait que ça existe. La déforestation et la destruction et l'éventration des montagnes dans les Appalaches, un peu plus loin. La Floride, c'est plat, donc quand la mer montera, il n'y aura plus de Floride. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, ça me paraît, c'est un sujet d'avenir, je pense. Effectivement. Puis je voudrais qu'on termine avec finalement votre activité, Benjamin Guérif, d'éditeur. Vous éditez en France des écrivains américains. Comment est-ce que vous choisissez ceux qui peuvent passer les frontières, c'est-à-dire qui doivent quand même nous parler à nous Français, qui ne sommes pas dans tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qui ne sommes pas dans ces paysages-là, qui ne sommes pas dans cette histoire avec cet héritage de la guerre de sécession ou avec cette place de la religion? En fait, d'abord, c'est Oliver Gallmeister qui choisit les textes, c'est pas moi, donc ça c'est clair. C'est un vous collectif Gallmeister. Voilà. Et en fait, il prend les textes qu'il aime littérairement, c'est-à-dire qu'il y a la plupart pendant longtemps, on a été identifié à une littérature de l'action, de l'homme confronté à la nature, aux grands espaces, qui connaît des aventures, de l'action, etc. Et puis en fait, progressivement, si vous voulez, ça s'est élargi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de recette de cuisine. C'est la littérature américaine qu'on aime, c'est celle qui nous parle, c'est celle on se dit. Quand vous lisez un livre et que vous le trouvez bien, vous vous dites pas est-ce que c'est de la psychologie new-yorkaise ? Non. Donc en fait, au début, je dirais qu'il y avait un tropisme sur les grands espaces et le roman noir. C'est-à-dire la littérature de la marge, en fait. Le trappeur de Cooper, vous savez, le dernier des Mohicans, qui, en étant chassé vers l'ouest par le progrès de la civilisation, devient le cow-boy, qui, en étant ensuite chassé dans les villes par l'appauvrissement des campagnes dans les années 20, devient le gangster. C'est toujours un homme seul, armé et marginal. Donc, les grands espaces et le noir, c'était la cohérence de départ. Et ça a duré un certain nombre d'années. Et ça a fait un catalogue qui a une certaine unité, je trouve. Mais depuis des années déjà, ça s'est élargi. Quand on aime certains auteurs, même si ça ne rentre pas vraiment dans une case précise, c'est pas grave. Si c'est bien, c'est bien. Donc c'est devenu plus généraliste maintenant. Et comment justement ces nouveaux auteurs, les auteurs de la jeune génération, parce que dans certains des romans dont on a parlé aujourd'hui, les auteurs sont nés milieu des années 70. Comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans toutes les thématiques que l'on vient d'aborder, notamment toutes les thématiques qui ont été ouvertes par Faulkner, par Williams, par Margaret Mitchell et autres? Alors,
Je pense que pour beaucoup, ils les ont lus. Ça se ressent, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais oui, il y a des filiations évidentes quand notamment elles sont revendiquées. Hungson, il dit qu'il est l'enfant de Thomson, et c'est vrai. Un peu de Faulkner aussi, je trouve. Bon, mais de toute façon, est-ce si différent, en fait? C'est quand même le roman noir du Sud, enfin, c'est ceux qui ont fondé, dans des formats un peu différents, mais c'est ceux qui ont fondé le roman noir du Sud. Après, le Southern Gothic et Faris, oui, évidemment, ça va ensemble. Pour Margaret Mitchell, c'est plus compliqué parce que c'est un classique et que c'est un livre monumental et qu'en plus, ça touche à des questions qui aujourd'hui suscitent des débats enflammés qui sont parfois, qui dépassent, on va dire, le cadre de la littérature, pour rester prudent. Et donc, comme ça raconte la chronique d'un monde qui a disparu, c'est difficile d'y revenir. Il y a 20 ans, je me souviens bien, quelqu'un a tenté de faire la suite d'Autant n'emporte le vent. J'avoue que je n'ai pas lu ce livre, et ça me laisse perplexe. Voilà, donc bon, Margaret Mitchell, si vous voulez, elle a influencé tout le monde ou elle a influencé personne. Mais est-ce que vous voyez chez ces jeunes auteurs des littératures du sud des États-Unis, ce sera vraiment ma dernière question, ceux que vous publiez, est-ce que vous voyez à l'inverse des nouveaux motifs qui montent? Alors vous avez parlé peut-être des désastres écologiques à venir, mais est-ce que vous voyez d'autres thèmes comme ça qui apparaissent? Ça, j'y crois, le désastre écologique. Ouais. Peut-être sur la question politique récente ou peut-être sur la radicalisation politique à laquelle on est en train d'assister, puisque le Sud est quand même très 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 largement, majoritairement conservateur et entretient toujours, d'où les combats mémoriels d'aujourd'hui qui sont assez cruciaux en fait. Le souvenir de la Confédération, c'est toujours présent. Je veux dire, c'est pas réglé, quoi. Enfin, c'est l'effet que ça me fait de l'extérieur. C'est pas complètement réglé. Donc, ce qui peut arriver peut-être, c'est une littérature plus politique sur effectivement le clivage conservateur progressiste, campagne ville, riche pauvre et blanc minorité. Ça, c'est très possible. Mais ça n'apparaît pas encore. Vous le pressentez, mais vous ne le voyez pas encore. On le voit mais de manière comme prolongation de ce qui existait anciennement, je trouve. Je n'ai pas encore identifié, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire quelque chose qui soit dans cette thématique, mais radicalement différent de ce qu'on a vu. Vous voyez, c'est comme Katrina. On a des documents, on a des livres sur Katrina. Mais c'est encore quelque chose qui peut se rattacher à plus ancien. Voilà. Donc, bon, de toute façon, c'est toujours délicat de faire des prophéties. Mais, et puis, évidemment, le roman noir ne va pas s'arrêter, ça c'est sûr. Mais comme l'époque est de plus en plus violente, enfin, du moins, c'est un ressenti qu'on peut avoir, on peut imaginer que la littérature devienne aussi plus violente. C'est... On va faire le témoin de son époque. Oui, c'est possible, ouais. Voilà, alors comme je vous le disais au début de la rencontre, pour ceux qui sont avec nous samedi, il y a la possibilité de poser à votre tour des questions à Benjamin Guérif sur les réseaux sociaux de Clair Obscur et Travelling. Et je vais demander à Jacques Froger de Travelling, s'il y a des questions, de nous les relayer, s'il vous plaît. Alors, je vais en effet poser quelques questions. Une première, assez spécialisée plutôt sur James Lee Burke. Alors, on évoquait l'héritage du Sud, une nostalgie d'un Sud un petit peu idéalisé. Mais est-ce que, par exemple, chez Burke, et je pense au personnage de Robichaud, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une sorte de culpabilité à devoir expier, je pense notamment au Bombe électrique, où Robichaud doit, 30 ans après, résoudre un crime de racisme dont il a été témoin, enfant, qu'il résoudra donc 30 ans après à travers une autre enquête. Donc, est-ce que là, on n'a pas plutôt que de nostalgie d'un Sud défait, on n'a pas plutôt le poids de savoir que ce Sud a été construit sur l'esclavage, sur un système horrifique? La culpabilité, oui, ça je pense, mais ça va très bien avec le poids de la religion d'ailleurs. C'est sans doute lié. Et chez Burke, oui. Et il y a la culpabilité aussi de son personnage, enfin, qui était alcoolique, qui était vétéran, qui était borderline. Enfin, il y a tout ça. Oui, c'est lié, moi, je pense. Enfin, personnellement, je pense vraiment.
Et du coup, plus largement, est-ce que cette culpabilité pourrait être partagée par d'autres auteurs et pourrait se traduire par une littérature un peu excessive ? Certaines frôlent le fantastique, le gore. Voilà. Est-ce que cette culpabilité, cette expiation ne pourrait pas être à l'origine d'une littérature qui serait une littérature de genre, comme on a un cinéma de genre ? Dans le genre baroque, vous voulez dire dans Oui, le genre, absolument. Ouais. Alors, je sais pas si c'est forcément la culpabilité. Si je prends l'exemple de nos jeunes là, j'ai pas l'impression que ce soit la culpabilité plus qu'autre chose. Je pense que c'est surtout la question sociale, en fait. La marginalité, pas particulièrement la culpabilité. Je trouve que c'est plus net chez Burke, par exemple, beaucoup plus net. Et plus net, évidemment, alors chez Grands Ancêtres, chez Tennessee Williams notamment, chez Faulkner aussi. Et quant à la littérature baroque, il y a déjà une longue tradition en fait, dans laquelle s'inscrit Faris. Donc je pense que ça existe déjà. Peut-être que ça va s'accentuer, c'est possible, mais je suis pas sûr que ce soit le ressort par lequel les choses vont, que la culpabilité soit le ressort par lequel les choses vont évoluer radicalement. Ça existe, ça a existé beaucoup, ça existe, mais je ne crois pas que ce soit ça qui soit le ressort décisif pour l'avenir, mais je n'en sais rien en fait. Une autre question. Cette littérature a nourri beaucoup le cinéma. Ouais. Vous travaillez le cinéma et je vois que vous feuilletez un ouvrage consacré à Tennessee Williams et le cinéma inspiré de ses œuvres. Tout à fait. Est-ce qu'on peut un petit peu développer ce schéma ? Écoutez, oui, j'ai apporté ce livre parce qu'il vient de sortir. Tennessee Williams, L'écran sauvage, chez Marest, éditeur, qui fait des bouquins de cinéma, donc je lis souvent. Et il y a un paragraphe qui me plaît beaucoup qui dit « Qu'est-ce qui excite Hollywood ?» chez Tennessee Williams. Donc si vous voulez, je vais vous lire ce paragraphe, il y en a pour 2 minutes. Le paradoxe de l'œuvre de Tennessee Williams, sur les planches comme au cinéma, c'est qu'elle est dans le même temps portée au nu et conspuée. Révélatrice des névroses de l'Amérique sudiste puritaine, blanche, raciste et ruinée. Elle donne une voix aux déclassés, à ceux qu'il considère comme des boiteux de l'âme. Il y dépeint la folie qui rôde comme le signe d'un dernier sursaut d'humanité, une forme de retour à la sauvagerie pour échapper au pouvoir de l'argent, à la ruine et aux désillusions, dans un monde dominé par la haine. Aspirant à former une ménagerie humaine en guise de rempart contre la petitesse de ceux qui rejettent les parias, un bastion contre l'hypocrisie de la bonne société, le dramaturge s'intéresse aux vagabonds, aux déclassés, aux infirmes, en somme à tous ceux qui sont écartés du rêve américain. Son théâtre est hanté par le péché et la perte d'un paradis, un paradis perdu, à tout jamais perdu. Avec ses pièces les plus célèbres, toutes réclamées par Hollywood, Tennessee devient le pourvoyeur d'un véritable vivier pour le cinéma américain qui puise dans son théâtre la part de scabreux, de soufre et d'avarie nécessaire. En plein code Hayes, alors que la ségrégation peine à s'éteindre, Tennessee est une manne pour les scénaristes. Un paradoxe encore, puisque cette œuvre aborde tout ce que réprouvent les ligues de vertu, la violence, l'homosexualité, les frustrations, le viol, le sexe débridé, et n'hésite pas à fustiger le racisme et la médiocrité. Enfin, malgré une poésie qui confine au mysticisme magique, il est le dramaturge américain le plus adapté à l'écran. Voilà. Le code ACE, il faut peut-être juste expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers du cinéma, c'est cette réglementation qui a été mise en place pour justement ne pas aborder certains sujets comme ceux de la sexualité. Voilà, et que les metteurs en scène de série B s'amusaient à contourner avec des images et des allusions parfois, mais abusées, et très drôles aujourd'hui. Jacques Froger, une nouvelle question. On regrette d'autant plus, ça c'est à votre lecture, on regrette d'autant plus de ne pas avoir pu montrer de films tirés de Tennessee Williams dans le cadre du festival pour différentes raisons, mais sans doute aurons-nous dans le futur l'occasion de montrer d'autres œuvres tirées de son théâtre. Ceci dit, si vous lisiez la page 4 de couverture du livre, je crois que Tennessee Williams est lui-même qui n'aimait aucune de ces versions de ce film. Mais alors après, c'est peut-être aussi pour ce... Enfin... Ne pas aimer Un tramway nommé Désir avec Brando et Vivienne Lee, putain. Ou ce sont des derniers également. Oui, enfin, non, mais il y en a plein en plus, et boum, alors super. Et, bref, donc là, en tout cas, ce qui est dit ici, je trouve, ça revient beaucoup sur ce dont tu avais parlé. Et en fait, l'envers du rêve américain, je trouve c'est intéressant comme idée, parce que finalement, le rêve américain, c'est positif, c'est une terre fertile et infinie s'ouvre à l'ouest, on va sortir de la misère.
Et tout le monde peut, et en fait tout le monde peut venir. C'est le melting pot. C'est enfin bon, tout le monde européen au début, mais et là on t'explique qu'en fait non. En fait tout le monde est né et tout le monde est hanté par le paradis perdu, qui est évidemment l'idée fantasmée de la Confédération victorieuse, chevaleresque, j'imagine, et de la domination évidemment qui va avec. Je suppose que c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et en tout cas, je trouve que c'est assez clair comme analyse. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pour rester dans le domaine du cinéma, donc Williams, Thompson, Burke ont été portés à l'écran, d'ailleurs parfois aussi par des Français. Est-ce que dans les nouveaux auteurs, les auteurs plus contemporains, il y a des projets ou déjà eu peut-être des films tirés de leurs œuvres ou des projets d'œuvres adaptées à l'écran ? Chez nous, je ne sais pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Hungson, il ferait ce serait super, hein, Hungson, parce que c'est écrit c'est écrit pour le cinéma. Très visuel. Hein. C'est très visuel et c'est fait exprès parce qu'il adore le cinéma classique des années 40. Il adore ça, donc ça se voit, je trouve. Donc ce serait super. C'est le sujet du livre, hein. Oui. Sans lendemain. Oui, c'est vrai. Sinon, dans nos jeunes, je crois pas. Mais ça, j'ai pas la main là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vais bien poser une dernière. Du coup, ça concerne en effet ces nouveaux auteurs que vous découvrez ou que vous redécouvrez. Et pour en avoir déjà échangé avec vous, est-ce qu'ils sont reconnus de la même façon des deux côtés de l'Atlantique ? Nos jeunes, non. Les plus anciens, oui, peut-être, ça peut être le cas, mais nos jeunes, ils sont parfois même pas publiés aux États-Unis. Et quand ils le sont, c'est souvent ça peut être de façon assez confidentielle. Donc en fait, et puis même dans ceux qui sont reconnus aux États-Unis, il n'est pas rare qu'il y ait des succès proportionnellement plus importants en France qu'aux États-Unis. Donc je pense que pour un certain nombre de nos auteurs, la reconnaissance en France a une vraie valeur. Comment est-ce que vous expliquez cette différence ? Est-ce parce que la France est un pays plus littéraire que les États-Unis ? Alors ça, c'est une vaste question sur le fait que le marché du livre se porte relativement mieux sans doute en France qu'aux États-Unis. C'est lié à un certain nombre de structures économiques. C'est un autre sujet, ça, je pense. On pourrait y passer longtemps. Je pense que l'offre culturelle aussi est devenue énorme, parce que outre il y a tous les nouveaux médias qui offrent énormément de contenu, de distraction, de temps à utiliser. Je pense qu'il y a effectivement pour une littérature qui n'est pas par nature consensuelle, voilà, il n'est pas facile de se faire une place aux États-Unis aujourd'hui. Je dirais ça comme ça. Consensuel égale politiquement correct ? Plus vaste que ça. Disons qu'il ne fait pas prendre de risque à l'éditeur. Pas seulement en termes de politiquement correct, en termes... Vous savez qu'il y a un certain public pour des romances, vous savez qu'il y a un certain public pour un certain nombre de choses qui sont tout à fait estimables, hein, c'est pas la question. Mais pour du roman contestataire, pour du roman qui fouille la boue parfois, pour du roman qui peut déranger, sortir des voix. Alors je dis pas que c'est pas possible, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais simplement je pense qu'aujourd'hui la concentration dans le milieu de l'édition aux États-Unis, d'une part, et une certaine polarisation peut-être aussi de la société font que, pour certains, c'est pas facile de se reconnaître. Après, vous avez des auteurs de romans noirs très connus aux États-Unis. Hein. Elroy, par exemple, c'est un succès. Il est capable d'être... Enfin, il est largement lu et commenté, voilà. Donc c'est possible. C'est juste que c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense, c'est plus difficile qu'avant. Voilà, sur ça comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que nous avons quand même donné envie de lire ces jeunes et les moins jeunes, quelques-uns des romans que vous publiez aux éditions Gallmeister. Il y en a beaucoup encore à voir. Merci beaucoup, en tous les cas, Benjamin Guérif, d'avoir passé ce samedi après-midi avec nous. Vous pouvez évidemment partager et faire savoir que cette rencontre existe, puisqu'elle restera en ligne sur le site de l'association Clair Obscur et puis également l'université Rennes 2. C'était une rencontre donc dans le cadre du festival Travelling, cette rencontre en partenariat avec l'Institut franco-américain. Merci à vous et merci aux équipes techniques de Travelling et du Tambour pour la réalisation de la rencontre. À très bientôt.